Aujourd'hui, je vous présente ce livre, Homo domesticus, de James Scott. James Scott est un ancien professeur de sciences politiques à l'université de Yale, aux États-Unis. La question que pose l'auteur dans ce livre est la suivante. Comment sont nés les premiers États? Nous allons voir qu'il a fallu que plusieurs conditions soient réunies dans l'histoire pour que les premiers États puissent émerger. À la lumière de ce processus d'organisation sociale, vers la domination de la forme État que nous connaissons aujourd'hui, James Scott met à mal le mythe du progrès civilisationnel. D'habitude, on nous présente l'histoire comme un récit de l'ombre vers la lumière, du chasseur-cueilleur nomade, analphabète et barbare, au sédentaire éclairé. Mais nous allons voir que bien souvent, il faisait bon être un barbare, plutôt qu'un sujet de l'État, lourdement taxé et travaillant dur. Le livre balaye une longue période historique, de la maîtrise du feu vers moins 400 000, à la fin des invasions barbares vers 1600. Nous analyserons ces moments clés que représentent les premières traces de sédentarité vers moins 7000 et l'émergence des premiers États vers moins 3000. Ce que je vous propose, c'est un résumé de ce livre, Homo domesticus, pour qu'on voyage ensemble dans cette histoire profonde de l'humanité. Commençons en moins 400 000, au moment où les hominidés parviennent à maîtriser le feu. Le feu est un outil qui va donner aux hominidés un avantage sélectif tout à fait déterminant par rapport aux autres animaux. Premièrement, le feu constitue un outil de cueillette. Nos ancêtres se sont servis du feu pour défricher les sols et favoriser la pousse d'herbes et arbustes comestibles. Comestibles pour les humains et comestibles aussi pour beaucoup d'herbivores que nos ancêtres venaient chasser dans ces clairières nouvellement formées. Deuxièmement, le feu constitue un outil de chasse tellement performant qu'à partir de ce moment-là, le rapport de force a changé. La hiérarchie des mangeurs et des mangés s'inversa, comme en témoignent les restes d'os dans les cavernes. Troisièmement, et plus important encore, le feu permit de cuire des aliments qui étaient jusqu'alors indigestes. Et surtout, grâce à la cuisson, le processus de digestion a pu être partiellement externalisé. Je cite, « Les chimpanzés par exemple doivent avoir un intestin environ 3 fois plus grand que le nôtre. » James Scott toujours. Ces gains d'efficacité nutritionnelle expliquent en grande partie le fait que notre cerveau soit 3 fois plus grand que celui d'autres mammifères de taille comparable. Le feu explique aussi que les humains ont commencé à se sédentariser. Grâce au feu, le rayon du repas a diminué. Les végétaux comestibles devenaient plus proches, plus abondants et les animaux plus faciles à chasser. Les premières traces de sédentarité, vers moins 7000, se situent dans des zones humides, au carrefour de plusieurs niches écologiques différentes, forêts, plaines alluviales, littoraux, marais. Les humains de l'époque géraient ainsi ce que l'on pourrait appeler un large portefeuille d'options de subsistance réparties sur plusieurs réseaux alimentaires. Vers moins 7000 apparaissent aussi les premières traces de l'agriculture. Je cite. Nous savons que même les chasseurs-cueilleurs contemporains, réduits à survivre dans des environnements pauvres en ressources, ne consacrent que la moitié de leur temps à un travail de subsistance. James Scott pose la question. Pourquoi donc des chasseurs-cueilleurs dotés d'un minimum de bon sens auraient-ils opté pour l'énorme quantité de travail pénible exigée par l'agriculture sédentaire et les soins du bétail? Première hypothèse. Les cultures de végétaux et le bétail constituent une sorte de police d'assurance vivrière, c'est-à-dire une réserve de calories disponible en cas de pénurie alimentaire. La deuxième hypothèse avancée par James Scott est celle de l'agriculture de décrue. En semant des végétaux dans un sol labouré et fertilisé par une crue, le rendement agricole est excellent et la quantité de travail à fournir elle-même très minime. James Scott. Voilà bien une forme d'agriculture susceptible de séduire un chasseur-cueilleur à la fois intelligent et économe de ses efforts. Ensuite, sous l'effet d'une croissance globale de la population, et face au déclin du gibier sauvage, les êtres humains ont dû intensifier leur quête de nourriture. L'agriculture et l'élevage devinrent des solutions salutaires de dernier recours. Je cite James Scott. Le récit biblique de l'expulsion du paradis et de la condamnation d'Adam et Ève à travailler à la sueur de leur front a souvent été interprété comme une métaphore de cette transition démographique vers un monde de labeur intensif et pénible. Vers moins 7000, au même moment où il s'est sédentarisé, je cite, Homo sapiens a commencé à planter toute la gamme des cultures dites fondatrices,
comme les céréales et les légumineuses. À peu près au même moment apparurent la domestication des chèvres, des moutons, des porcs et des bovins. Les effets de la domestication chez les animaux sont nombreux et assez spectaculaires. Le premier d'entre eux est une moindre réactivité aux stimuli externes, ce qui se traduit par une plus grande docilité. On observe aussi un moindre dimorphisme sexuel et un phénomène de néoténie, c'est-à-dire un comportement juvénile chez les adultes. Sans qu'on sache bien pourquoi, les animaux domestiques ont aussi un taux de reproduction plus élevé. Et enfin, la taille de leur cerveau a tendance à diminuer. Les moutons, par exemple, ont un cerveau 24% plus petit que leurs ancêtres sauvages. Observons maintenant les effets de la domestication et de la sédentarité sur les êtres humains. James Scott affirme que les analogies entre humains et animaux domestiques vont potentiellement très loin. Je le cite. Dans le cas d'Homo sapiens, avec l'usage du feu, le processus d'autodomestication a commencé bien avant la cuisson et la domestication des céréales. C'est ainsi que la réduction de la taille des dents, le raccourcissement du faciès, la diminution de la stature, la moindre robustesse du squelette et la réduction du dimorphisme sexuel sont des phénomènes évolutifs beaucoup plus anciens que le néolithique. On pourrait soutenir que la propagation de la sédentarité a fait d'Homo sapiens un véritable animal de troupeau. Deuxièmement, James pose la question de qui a domestiqué qui. Je le cite. C'est la découverte mémorable qu'a faite Michael Pollan, un journaliste états-unien, alors qu'il cultivait son jardin. Tandis qu'il était en train de désherber et de biner ses plants de pommes de terre, il s'est rendu compte qu'à son insu, il était devenu l'esclave de ses légumes. Car le voilà à genoux, jour après jour, en train de désherber, fertiliser, démêler, protéger et, en général, d'adapter l'environnement immédiat à l'horizon utopique de ses plants. Vu sous cet angle, la question de savoir qui contrôle qui devient presque un problème métaphysique. Quant à notre rapport aux animaux, il peut être décrit en termes quasiment identiques. Troisièmement, du fait de la répétition des tâches et d'un régime alimentaire moins varié, tout un tas de nouvelles pathologies sont apparues. Arthrite, gingivite, périodontite, rachitisme, beriberi, pélagre, kwashiorkor. Le confinement des êtres humains et des animaux sur un même lieu a également favorisé les zoonoses, c'est-à-dire les infections issues d'hôtes non humains. James Scott parle même de tempête épidémiologique pour caractériser l'explosion de maladies infectieuses qui n'ont cessé de ravager les populations sédentaires. Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre sur les effondrements. James remarque qu'entre les premières traces de sédentarité vers -7000 et les traces des premiers états, il s'est écoulé 4000 ans. Ce qui lui fait dire, je le cite, « De toute évidence, nos ancêtres ne se sont pas précipités dans les bras des premiers états. » Et tout d'abord, qu'est-ce qu'un état ? Pour l'auteur, c'est avant tout, je le cite, une institution dotée d'une couche de fonctionnaires spécialisés dans la collecte de l'impôt, que ce soit sous forme de céréales, de travail ou bien en espèces. Dans ce chapitre, James Scott analyse ensuite les principales conditions d'émergence des premiers États. Premièrement, tous les premiers États ont émergé à partir du camp de regroupement néolithique. Ce complexe proto-urbain néolithique constituait le noyau démographique et céréalier nécessaire à l'émergence des États. Les céréales, justement, c'est une des découvertes de James Scott. Pour lui, l'importance des céréales a été minorée par les historiens. C'est pourquoi il a même titré son livre « Against the Grain » en anglais. Le principal intérêt des céréales pour un État, c'est de constituer une réserve d'énergie alimentaire qu'il est facile d'accaparer, de stocker longtemps et d'échanger contre des marchandises et des services. Ces trois qualités propres aux céréales, comme le blé, l'orge, le millet, le riz et le maïs, expliquent leur rôle majeur dans l'émergence des premiers États. Et expliquent aussi pourquoi il n'existe historiquement aucun État de la pomme de terre, de la lentille, du taro ou du manioc. La pomme de terre, par exemple, qui peut se conserver sous terre, est moins facile à accaparer pour un collecteur d'impôts qu'une charrette de blé. Par ailleurs, les céréales ont une densité énergétique inégalée. Leur densité énergétique, associée à leur qualité de conservation, font des céréales une monnaie d'échange idéale. Les premiers États pouvaient ainsi rémunérer le travail de leurs contribuables tout au long de l'année. L'État pouvait aussi échanger et exporter ces précieuses denrées contre toutes sortes de marchandises dont la population avait besoin, et notamment du bois.
l'État avait de grands besoins en bois pour la cuisson, la construction et les fours des artisans. Poterie, fonderie, salaison des viandes, four à briques et four à chaux exigeaient de grands apports en combustible. Troisièmement, l'esclavage. Pour James Scott, je le cite, « Il faut considérer les premiers États comme de véritables machines démographiques. » Pour pousser sa population à produire un excédent et le capter, les États avaient massivement recours à l'esclavage. À Athènes, par exemple, les 2/3 de la société étaient constitués d'esclaves. Les esclaves étaient souvent des prisonniers de guerre ramenés comme butin. Les premiers États étaient particulièrement friands des femmes et des enfants. Je cite l'auteur. « Les captives avaient au moins autant d'importance en tant que génitrices qu'en tant que travailleuses. » James Scott toujours. « Je ne peux pas résister ici à signaler un parallèle évident avec la domestication du bétail, qui exige que les éleveurs contrôlent sa reproduction. Un troupeau de moutons domestiqués comporte beaucoup de brebis et peu de béliers, cette proportion maximisant son potentiel reproducteur. » Bref, la machine démographique étatique devait tourner à plein régime. Quatrième condition d'émergence des premiers États, les murailles. En effet, il est facile de comprendre que les objets, les greniers et le bétail des sédentaires attiraient les convoitises. Mais James Scott nous rappelle, je le cite, que l'affaire est plus complexe. La Grande Muraille de Chine, par exemple, a été érigée tout autant dans le but de maintenir les barbares nomades à l'extérieur que dans celui de confiner les paysans contribuables à l'intérieur. Et enfin, cinquième et dernière condition à l'émergence d'un État, l'écriture. Je cite l'auteur. La première condition de l'appropriation étatique, quel qu'en soit l'objet, est nécessairement un inventaire des ressources disponibles, population, terre, rendement des cultures, bétail, réserves stockées disponibles. Dès qu'une entité politique embrasse ne serait-ce que quelques milliers de sujets, une certaine forme de notation et de documentation allant au-delà de la simple mémoire et de la tradition orale devient nécessaire. Nous venons de voir comment les premiers États se sont construits. Nous allons voir maintenant comment ils se sont effondrés. James Scott. L'image qu'évoquent ces efforts précoces de construction d'un État est celle de ces pyramides humaines à 4 ou 5 étages qu'essaient parfois de former les écoliers et qui s'effondrent généralement avant d'être terminées. Lorsque, contre toute attente, ils parviennent à leur fin, les spectateurs retiennent leur souffle, en contemplant ce fragile édifice humain qui tremble et oscille dangereusement, anticipant son inévitable effondrement. Parmi les principales causes d'effondrement, il y a bien sûr les épidémies. Je cite l'auteur. « Il est impossible de savoir avec quelle fréquence les épidémies ont provoqué l'effondrement des États archaïques, mais on sait que les maladies, amplifiées par les guerres, les invasions et les échanges commerciaux, ont été une cause importante de désurbanisation dans le bas empire romain et dans l'Europe médiévale. » Deuxième cause d'effondrement, les écocides. Nous l'avons vu, les États archaïques avaient un appétit dévorant de bois. Même si les premiers États étaient généralement situés au bord d'un fleuve en aval d'une forêt, les capacités de transport étaient tout de même limitées. Et certains États ont pu finir par manquer de cette ressource si précieuse qu'était le bois. Un épuisement des ressources a pu aussi se produire à cause du surpâturage, de l'envasement et de la salinisation de certaines terres. Troisième cause d'effondrement, les guerres. En cas de défaite, l'ennemi pouvait soit détruire l'État vaincu, soit en faire une entité tributaire. Des conflits internes pouvaient aussi éclater et fragiliser la structure étatique. Quatrième cause d'effondrement, la cupidité des dirigeants. Je vous cite l'auteur. « Une caste dirigeante qui se serait crue en danger de mort, ou qui au contraire aurait été en proie à des ambitions surhumaines, n'aurait guère éprouvé de scrupules à adopter des stratégies de survie qui risquaient de tuer la poule aux œufs d'or, à savoir le noyau céréalier. J'estime donc vraisemblable que dans ce type de situation, ce que l'on interprète rétrospectivement comme un effondrement fut souvent déclenché par la résistance et la fuite désespérée des sujets de la région centrale. » L'originalité de James Scott, dans ce domaine de l'effondrement des États, c'est de donner à ce terme d'effondrement une connotation positive. Pour lui, certains États furent oppresseurs, et le retour à des formes de subsistance plus rudimentaires pouvait être source d'émancipation. Dernier chapitre,
les barbares. Pour James Scott, ce terme de barbare ne doit pas être pris au premier degré. Quand il parle de barbares, c'est une façon ironique de parler des peuples sans État. Pour lui, les barbares sont une sorte de double de l'État, dans le sens où, à l'instar des classes dirigeantes étatiques, ces communautés nomades cherchaient simplement à s'approprier l'excédent du noyau céréalier. Pour cela, ils pouvaient lancer des razzias. Mais pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or, les barbares pratiquaient plutôt une forme de racket, difficile à distinguer selon James Scott de celui des classes dirigeantes. Bien souvent, les barbares devenaient en fait des partenaires incontournables, parce que c'est eux, par leur répartition géographique étendue, qui contrôlaient les routes commerciales. Les barbares pouvaient aussi vendre leurs services militaires en tant que mercenaires pour un État en demande. Pour James Scott, le mode de vie des barbares était plus enviable que celui des sujets d'un État. Ils se nourrissaient mieux, ils étaient en meilleure santé, vivaient plus longtemps et avaient plus de temps libre. Citation. Pas trop mal pour des hordes de barbares que les vagues de l'histoire étaient censées avoir engloutis depuis bien longtemps. Les barbares ont fini par disparaître vers 1600, et ce pour au moins 2 raisons que pointe l'auteur. Je le cite. Parmi les produits que les barbares vendaient aux États, il y avait bien sûr des êtres humains appartenant à d'autres peuples sans État. James Scott toujours. L'autre facette obscure était le fait que, comme nous l'avons signalé, les barbares vendaient leurs compétences guerrières aux États en tant que mercenaires. Et de conclure, en reconstituant systématiquement les réserves de main-d'œuvre de l'État grâce aux esclaves qu'ils lui livraient, ou bien en mettant leur savoir-faire militaire au service de sa protection et de son expansion, les barbares ont délibérément creusé leur propre tombe. Pour conclure cette synthèse du livre de James Scott, je vous propose quelques réflexions personnelles que m'ont inspiré cette lecture. Le livre de James Scott se termine sur la fin des invasions barbares vers 1600. En ce temps-là, Homo sapiens était encore principalement agriculteur, largement domestiqué certes, mais encore en contact avec la nature. De ce point de vue, que dire de nos contemporains qui vivent aujourd'hui principalement en ville, habitent dans des appartements, travaillent dans des bureaux et se déplacent assis dans des voitures. Par ailleurs, je trouve que nous atteignons un paroxysme de docilité lorsque j'observe certaines personnes se bâillonner pour sortir dans les rues ou s'attacher dans des voitures qui roulent à 50 km/h en ville. Homo sapiens s'est beaucoup transformé depuis la maîtrise du feu vers moins 400 000. Je cite James Scott. L'usage du feu explique même en bonne part notre succès en tant qu'espèce envahissante, la plus performante du monde. Que penser alors des conséquences possibles des technologies de génie génétique actuelles? Si l'usage du feu a transformé notre cerveau dans les proportions décrites par James Scott, contribuant ainsi à faire évoluer Homo erectus vers Homo sapiens sur une période de 200 000 ans, alors quid des nouvelles technologies géniques? Je pense que les Homo domesticus actuels vont prochainement se transformer en post-homo. À quoi ressemblera post-homo? Bien difficile de répondre à cette question. Nous sommes probablement dans la même position, nous, homo face aux post-homo de demain, que les vers de terre face aux humains d'aujourd'hui, c'est-à-dire de bien petits cerveaux. Un clin d'œil sur le commerce international actuel. Je vous cite James Scott. Les Xiongnu se livraient à des incursions éclairs et se réfugiaient dans les steppes avant que les troupes de l'État n'aient eu le temps de répliquer. Au lendemain de ces incursions, ils dépêchaient des émissaires à la cour, proposant la paix en échange de conditions avantageuses octroyées au commerce frontalier ou de paiements directs. L'accord était scellé par un traité censé faire des nomades des tributaires de l'Empire et mettant en scène les marques de leur allégeance en échange d'une contrepartie substantielle. Cette forme de tribu inversée, destinée à acheter les nomades, ne mobilisait pas moins d'un tiers des dépenses du gouvernement. Sur le papier, les nomades pouvaient passer pour des tributaires subordonnés à l'empereur. Mais le flux réel des revenus et des marchandises montre bien qu'il en était tout autrement en pratique. Toute ressemblance avec les GAFAM et leurs alliés de l'OMS serait purement fortuite. La dimension parfois parasitaire des barbares face aux communautés sédentaires me fait penser à la dimension parasitaire de l'oligarchie bancaire transnationale actuelle. Cyberorganisée au niveau mondial, sans territoire, au patrimoine financier mobile et tapis dans l'ombre, ces nouveaux nomades d'Atali ressemblent beaucoup à mes yeux à ces nomades des mers ou des steppes, comme les Huns d'Attila par exemple. D'ailleurs, Atali et Attila ne sont-ils pas des anagrammes l'un de l'autre? J'aimerais aussi vous glisser un petit mot sur le thème de l'effondrement abordé dans le livre.
Pour moi, les propos de James Scott résonnent avec les travaux d'autres auteurs spécialistes du phénomène d'effondrement des civilisations, comme Jared Diamond, Joseph Tainter, Pablo Servigne, Dmitri Orlov, le Club de Rome et bien d'autres. La collapsologie est même devenue une discipline aux prétentions scientifiques. Parmi les principales causes d'effondrement des États détaillées par James Scott, certaines résonnent à mes oreilles de petits Français du XXIe siècle. Épidémie, écocide, cupidité des dirigeants, il ne manque plus qu'une bonne guerre et nous aurons le quartier gagnant. Pardon, j'oubliais la médiatique guerre contre le terrorisme. C'est parfait, le compte est bon. En plus, j'ai l'impression que leurs terroristes à ces médias traditionnels ressemblent beaucoup à des barbares. D'aucuns diraient même à des berbères. Pour finir sur une note positive, James Scott pointe le fait qu'un effondrement n'est pas forcément un phénomène catastrophique. En effet, l'effondrement du Troisième Reich, par exemple, ne représente pas une catastrophe humanitaire à mes yeux. D'après François Rodier, un astrophysicien à la retraite, il semble bien que nous soyons au bord d'une falaise de Sénèque, c'est-à-dire à la veille d'une transition économique, sociale, politique, importante et brutale. En ce sens, je perçois un durcissement du régime en France et en Europe qui m'inquiète, notamment pour les conditions de vie des urbains. Je me dis que la période actuelle, loin d'être une calamité, pourrait bien être une opportunité de prise de conscience sur les conséquences planétaires de notre mode de vie. Comme James Scott, finalement, je plaide pour un exode urbain, un retour aux campagnes, à la permaculture, à l'élevage de poules et au partage des idées. C'est la fin de cette fiche de lecture. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à visiter mon site d'information où je partage d'autres vidéos et d'autres articles. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles vidéos.